J'aimerais que l'excellence congolaise soit un petit peu la norme. Tout à fait. Alors maintenant que vous êtes au pays, vous êtes revenu au pays, c'est le retour d'un des cerveaux qui ont été exportés ou qui se sont exportés. Les deux méritent d'être évoqués. Parce que maintenant vous œuvrez dans le secteur bancaire. Quand vous jetez un regard d'expert sur le système bancaire congolais, que pouvez-vous dire du taux de pénétration, du taux de pénétration bancaire au Congo-Kinshasa en ce moment-ci? Oui. Quand je regarde le taux de pénétration de l'extérieur, je me projette, ou du moins je me ramène en arrière. Oui. Quand je le regarde de l'extérieur, je suis un peu frustré parce que je trouve que 5 ou 6% de pénétration, c'est insuffisant. Mais quand je recule... Quand on parle de pénétration, c'est beaucoup plus technique. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant de banques qu'il le fallait. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bancarisation encore suffisante. Ouais. Peut-être que le nombre de banques aussi contribuera à accroître la force de frappe, si vous voulez, de l'industrie. Donc, dans un premier temps, on peut être un peu frustré. Mais il faut aussi savoir d'où on vient. Parce qu'il est un peu injuste d'uniquement regarder l'image figée du présent et de ne pas voir le chemin parcouru. Je pense qu'il y a un chemin qui a été parcouru et je pense que c'était une des premières. C'est comme si on était sur un escalier et que là, nous avions franchi les premières marches. Mais on n'est pas encore au milieu de l'escalier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que tous les banquiers sont d'accord. Ils aimeraient être beaucoup plus présents à l'économie congolaise. Tout le monde aimerait que chaque Congolais ait une carte de crédit ou en tout cas qu'il y ait davantage de présence dans la vie des entrepreneurs congolais et des ménages congolais, d'une banque, d'une activité bancaire solide et sur laquelle, pérenne, sur laquelle ils peuvent compter. Je pense que les étapes qui ont été franchies pour l'instant contribuent à cette démarche, mais soyons exigeants avec nous-mêmes et continuons dans la même direction parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez des parallèles à faire? C'est par comparaison? Oui, enfin, simplement. Pays où, écoutez, je reviens du Kenya. Il y a quelque temps, j'étais au Kenya, j'étais au Ghana aussi également. Ce sont des pays qui ont des taux de pénétration bancaire qui sont 5, 6, 7 fois supérieurs à celui de la RDC. C'est le cas aussi dans d'autres pays voisins. Donc on est l'un des pays qui doit certainement afficher un des taux de bancarisation les moins importants pour le moment. Mais encore une fois, je pense qu'il faut souligner qu'il y a eu un moment donné dans l'histoire de notre pays où c'était quasiment pas le cas du tout. Oui. Il y a une avancée, mais voilà. Donc, un travail a été fait. Oui, il faut faire mieux. Je crois qu'il ne faut pas se suffire de ce qu'on a déjà accompli. Il faut célébrer les victoires. Mais il faut continuer à enfoncer le clou et la bataille n'est pas finie. Tout à fait. Mais lorsque vous-même, en tant que banquier, vous scrutez un peu les conditions d'accès au crédit bancaire, est-ce que vous pensez que les Congolais vraiment peuvent frotter les mains? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les conditions sont faciles? D'abord, ne faisons pas la casuistique, je ne veux pas parler de votre propre banque, d'une manière générale. Les conditions d'accès au crédit bancaire, visiblement, ça pose problème, c'est un challenge. C'est un défi. Je crois que j'avais eu l'opportunité il y a quelque temps encore d'aborder un petit peu la question dans un autre forum. Les conditions sont peut-être parfois trop rigoureuses pour les gens, mais il faut savoir qu'à la différence de certains pays, ça tient aussi à d'autres éléments. Un banquier auprès de qui vous ouvrez un compte en banque a besoin de s'assurer qu'il a affaire à la personne dont il voit les papiers devant lui. On sait tous que les pièces d'identité sont parfois trop facilement accessibles et pas forcément aux bonnes personnes. En gros, il peut y avoir un trafic. C'est des éléments qui décrédibilisent l'individu, ou du moins mettent la banque dans une situation où elle s'interroge sur la véracité de ce qui lui est mis sous le nez quelque part. Ça veut dire qu'il faut que l'identité soit traçable. Dans beaucoup de pays, par exemple, je prends l'exemple de ce que je connais, le plus immédiat pour moi, ça sera Singapour. La dernière fois, vous ne pouvez quasiment rien faire sans un numéro en particulier, un numéro d'étranger ou un numéro d'identité, une pièce d'identité locale. Ouvrir, ça va de simplement ouvrir une ligne téléphonique à louer une maison, je ne parle même pas de l'achat, ouvrir un compte en banque, mais il vous faut ce numéro d'étranger.
pour avoir un accès à un crédit bancaire. Voilà. Donc, ça fait pas mal de choses. Ça veut dire que il y a des systèmes d'information qui existent dans le pays qui permettent ensuite de croiser les informations, de pouvoir établir la solvabilité de quelqu'un et donc d'être à l'aise avec son historique bancaire. Et donc, le crédit est plus facile à mettre en place. Mais avant même d'en arriver là, je pense qu'il faut que nous bâtissions aussi cette culture du crédit. Et je pense que la démarche qui a consisté à bancariser les fonctionnaires est un essai dans la bonne direction, parce qu'il faut que les gens s'habituent à travailler avec une banque et à y déposer leurs avoirs. Alors, parce que vous êtes revenu au pays, si vous étiez demandé vraiment, vous l'avez déjà dit en passant, j'aimerais que vous puissiez peut-être y revenir, si vous étiez demandé de dire en quoi résiderait votre contribution, par exemple, à l'essor du secteur bancaire, que diriez-vous? Le secteur bancaire est... Dans un environnement où les banques privées éprouvent beaucoup de difficultés, où la crise de confiance tente de s'installer, où même les distributeurs automatiques pour l'accès aux billets des banques posent problème à tout moment. Quand même on a son argent en banque, on ne sait pas y accéder par voie de distributeur automatique. Quelle panacée pouvez-vous, en tant qu'expert en la matière, suggérer? Bon, là, vous soulevez des aspects techniques d'infrastructure qui doivent être améliorés. Un distributeur automatique, ce n'est pas simplement une machine qu'on dépose, c'est beaucoup de technologie derrière. C'est la gestion du compte qui doit être littéralement suivie à la seconde près pour éviter à la fois la fraude, mais aussi poursuivre ce que toutes les banques veulent faire, c'est être disponible le plus facilement possible et sur toute l'étendue du territoire. Le Congo est un continent. Je m'amusais hier pendant une de nos conférences du groupe de regarder pendant un instant encore notre carte. Le Congo est là au centre, avec peut-être une superficie qui correspondrait à l'équivalent de 7 ou 8 de l'un des gros pays qui nous entourent. Ce n'est pas un défi simple à relever, il faut avoir les épaules solides. Je pense que l'industrie bancaire au Congo gagnera à continuer d'attirer des acteurs robustes qui accorderont l'importance que mérite la bonne gouvernance. Pour moi, c'est crucial. Pour nous, la bonne gouvernance est tellement importante que nous la privilégions parfois, même au business en soi. Parce que dès lors que quelqu'un laisse ses avoirs avec vous, eh bien, il attend de vous que vous protégiez ses avoirs, que vous assuriez toute cette solidité-là. Et je pense que c'est ce à quoi œuvrent la plupart d'entre nous. Tout le monde essaie de pousser dans ce sens. Mais je crois que la culture bancaire s'installe au Congo de plus en plus. Je pense que chaque jour, et je le vois en étant assis dans l'ACB, c'est une des préoccupations les plus importantes de l'ensemble des banques. On a tous intérêt à ce que notre industrie continue à prospérer et à grandir. Il y aura toujours des couacs. Je pense qu'il y a pratiquement 2 mois, 1 mois et demi à peu près, la Banque centrale s'est intéressée beaucoup à la question de la liquidité, continue à le regarder et a par exemple injecté des capitaux dans le système pour pouvoir s'assurer que la fluidité du système soit garantie. C'est une bataille, mais c'est une bataille de longue haleine, bien entendu. Mais ça fait partie de la vie d'une industrie bancaire. Tout à fait. J'ai confiance dans celle du Congo. Je crois qu'elle connaîtra forcément toujours des mutations, des évolutions qui sont des chocs qui nous obligent à nous ajuster. Exactement. Oui, je vous ai présenté en avant-propos comme étant le vice-président de l'Association congolaise des banques. Oui, vous venez de le dire tout à l'heure, visiblement, vous avez le sentiment que tout se passe bien dans le secteur bancaire congolais, notamment les banques privées où certaines interrogations sont soulevées. Je ne veux pas faire la casuistique en parlant de telle ou telle autre banque, mais visiblement un peu d'inquiétude ça et là. Est-ce que vous, en tant qu'association congolaise des banques, vous avez le contrôle de votre secteur pour rassurer la clientèle? Je pense que oui. Je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas, d'un quelconque manque, en tout cas, je dirais, d'intérêt pour les questions majeures qui, quelque part, rythment la vie de notre industrie. De manière très régulière, nous avons des conversations autour, notamment, de la conformité. En tout cas, pour nous, à Standard Bank, c'est une question fondamentale que nous regardons tout le temps et dont nous nous assurons que ce soit une question abordée par les uns et les autres. Nous le faisons régulièrement.
Est-ce que tout le secteur est sous contrôle, pour répondre précisément à votre question? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que tout le secteur est sous contrôle. Je pense que la Banque centrale, elle, est mieux à même de répondre à ça. Ceci dit, la maîtrise de l'application du taux directeur de la Banque centrale, ça pose généralement beaucoup de problèmes. Et même le taux d'intérêt que certaines banques privées fixent quand on veut accéder à un crédit, ce sont des défis majeurs qui relèvent de votre responsabilité. Alors, la Banque centrale, de manière très régulière, met le doigt sur cette question-là, parce qu'elle souhaite, bien entendu, comme nous tous, favoriser les conditions pour une pénétration, justement, de l'industrie qui soit beaucoup plus forte et beaucoup plus intense dans l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est une des problématiques importantes. Elle regarde ça, mais j'ai parlé de gouvernance, elle le regarde souvent. Nous avons tous très régulièrement des audits qui contribuent à s'assurer que nous sommes toujours sur les rails de ce qui est attendu de nous par l'autorité de régulation, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que dans l'ensemble, ça lui donne justement les éléments de rigueur et de suivi de notre santé à tous. C'est ça. Voilà. Et, on va devoir aborder peut-être une autre question pour justement attendre de vous l'expertise que vous entendez apporter au pays. Actuellement, avec l'évolution de la pratique bancaire, on parle de plus en plus des banques et assurances. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion par rapport à ça et nous dire dans quelle mesure, fort de l'expérience que vous avez acquise de l'autre côté, vous pouvez aider le Congo aussi à aller de l'avant dans ce secteur des banques et assurances? Je pense que ça tombe sous le sens. La banque elle-même fait partie presque d'un écosystème. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent apporter du financement sur la table. La banque est encore une fois un des éléments importants, mais les fonds de pension sont aussi des apporteurs de capitaux, des capitaux généralement longs, dont le Congo a besoin en particulier. On veut bâtir des infrastructures, on veut équiper le pays. Bâtir une autoroute ou un pont, ça n'a pas une rentabilité qui est immédiate. Ça va demander peut-être 2 ou 3 décennies pour être rentable. Pour que, en tout cas, l'investisseur puisse retrouver ses deniers quelque part. Et donc, oui, on a besoin de ce genre d'une industrie. Les assurances, pour moi, sont un des catalyseurs essentiels. Prêter se fait plus aisément si le prêt s'appuie sur une assurance, ou en tout cas est conforté par une assurance derrière. Même dans le cadre du commerce international, beaucoup de grands pays mettent en place justement des mécanismes d'assurance qui permettent derrière de pouvoir, d'ailleurs, pour nous, en tout cas pays importateurs dans beaucoup de cas, importer de manière sécure pour ceux qui exportent vers la RDC. Donc en l'occurrence, je crois que les domaines de la vie et même non-vie, pour citer 2 catégories d'assurance, exigent une participation de l'industrie des assurances. Donc je pense c'est quelque chose qui aura un effet, de mon point de vue, en tout cas un effet catalytique important pour l'industrie bancaire. Et même d'autres domaines sociaux, on parle des assurances, y compris de l'assurance médicale. Je repense encore une fois à cette opération que j'ai vue être quelque part accomplie au Congo. C'était une opération neurologique, c'est de la neurochirurgie, pardon. Dans un tel cas de figure, c'est quelque chose qui pourrait facilement coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc des dizaines de milliers de dollars, 40, 50 000 dollars pour une opération, c'est énorme. C'est ça. Voilà. Mais dans un système de mutualisation des risques, ce qui est une assurance d'ailleurs, on arrivera à absorber le choc de ce que coûtent les frais médicaux. Pour les entreprises, ça sera extraordinaire parce qu'une entreprise à elle seule qui est forcée de supporter les frais médicaux de ses employés, elle pourrait en réalité faire faillite pour ça. Tout à fait. Donc, vous êtes d'avis que le secteur des assurances est un secteur pourvoyeur de recettes pour le trésor public congolais? Oui, parce que c'est sans équivoque pour moi. C'est un secteur qui est pourvoyeur de cela, bien entendu, des recettes de l'État qui forcément s'en trouveront enrichies. Mais même au-delà, j'ai envie de dire, parce que la question de l'industrie des assurances est attendue depuis très longtemps. Je crois que tout le monde attend avec impatience. Même si l'État a gardé longtemps le monopole des assurances, bien sûr, il y a une loi sur portant libéralisation de ce secteur qui doit être appliquée effectivement. Et il y a même, bien entendu, cet élan
qui tend à considérer qu'il faille que le Congo se dote d'une autorité de régulation des assurances. Votre avis par rapport à la question? C'est ce qui est prévu. Je pense qu'à une échéance d'ailleurs brève, une telle autorité devrait être constituée. Je pense qu'en grande partie le travail est fait, il me semble. Oui, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut des mécanismes d'arbitrage, il faut des mécanismes qui permettent aux différentes sociétés d'assurance de cohabiter. Lorsqu'on a à faire face qu'à la SONAS, c'est très simple. C'est la même société qui assure tout le monde. Donc lorsqu'il y a des compensations à faire, ça se passe dans la même société. Mais lorsqu'on est dans un système concurrentiel qui permet au Congo d'avoir plusieurs des grandes assurances mondiales, qui peuvent être aussi congolaises d'ailleurs, mais enfin plusieurs acteurs, ça devient une situation d'arbitrage plus complexe. Donc il faut se préparer à ça. J'en veux aussi comme illustration que vous aurez des situations où un policier doit remplir des constats d'accident. Voilà. Élaborer le PV. Absolument. Ouais. Ça va autant de cet individu-là qu'à d'autres autorités judiciaires. Ça va aussi s'étendre à d'autres domaines. Dans le domaine de la construction, on pourra faire beaucoup d'autres choses que l'on ne fait pas. Ça va aussi pousser les Congolais dans l'industrie, je parle de la construction, d'adopter des normes internationales s'ils veulent être couverts par une assurance. Je pense que c'est positif pour la société en général. Nous avons parlé des recettes, mais il ne faut pas oublier le manque à gagner, quelque part, pour nous en tant que collectivité, qu'il y a lorsque nous n'avons pas les mécanismes de protection et de garantie, finalement, que les assurances nous contraignent à mettre en place. Tout à fait. Alors, une telle instance, un tel organe, je voulais dire, oui. Autorité de régulation des assurances, dépendrait de quelle structure gouvernementale et fonctionnerait comment? Comment ça s'est fait à l'étranger et que suggérez-vous par rapport au Congo quant à la façon dont ça peut fonctionner et puis relever tous les défis qui sont ceux du Congo en matière d'assurance? Je pense que toute organisation qui a une responsabilité réglementaire et en particulier prudentielle dans le cadre des assurances et l'autorité à laquelle on pense, je pense qu'elle a un rôle à plusieurs niveaux. Je vois au moins 2 voire 3 domaines de responsabilité. Oui. Nous sommes le Congo et nous avons besoin d'attirer des investisseurs. Nous devons décider ce que nous voulons comme investisseurs dans les différents domaines qui nous intéressent. Si